porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Le week-end du 25 et 26 octobre dernier, la petite ville de Montsoreau, au bord de la Loire, a une nouvelle fois été le théâtre d'un rendez-vous incontournable pour les passionnés du ciel et du mystère. Chercheurs, témoins, curieux et ufologues s'y sont retrouvés pour les 4e rencontres ufologiques de Montsoreau. Un événement organisé par l'association OVNI Anjou et l'association Touraine Ufologie. 2 jours de conférences, d'échanges et de témoignages autour de thèmes majeurs choisis cette année. La fameuse vague d'observation du 5 novembre 1990, qui fascine encore 35 ans après. Et la question qui est toujours sensible des liens entre les phénomènes aériens non identifiés et les installations nucléaires. Nous y étions au cœur des discussions entre passion et rigueur, entre science et mystère. Dans cette émission spéciale, vous allez entendre les voix des intervenants, les réactions à chaud du public et les témoignages de ceux qui scrutent encore le ciel à la recherche de réponses. Alors la première, journée s'est ouverte par une introduction de Joël Moreau, qui est le président des rencontres ufologiques de Montsoreau, avant de laisser place à une conférence entre Rémi Borne et Frédéric Brochard d'OVNI Anjou. Ils ont replongé le public dans l'un des épisodes les plus marquants de l'ufologie française, la fameuse vague du 5 novembre 1990. Alors 35 ans après, cette nuit reste gravée dans la mémoire collective. Des centaines de milliers de témoins, un phénomène visible sur toute la France, mais pas que. On parle également en Angleterre, en Italie, en Belgique, même en Pologne. C'est un lundi, le 5 novembre 1990, entre 19h et 19h15, toute la France, de la Bretagne aux Alpes, du nord jusqu'au sud, des milliers de personnes lèvent les yeux vers le ciel, traversés par une énorme formation lumineuse. Certains parlent de cigares gigantesques, d'autres d'une structure métallique parsemée de feux orangés ou verdâtres. Le phénomène, en tout cas, se déplace lentement, silencieusement, parfois en formation triangulaire. Dans les minutes qui suivent, les standards de la gendarmerie, de la police, des médias et même du CNES sont saturés d'appels. Cette nuit-là, plus de 1000 témoignages officiels sont enregistrés. C'est l'une des plus grandes vagues d'observation d'OVNI en Europe depuis celle de Belgique en 1989. Alors, les témoins de toutes origines, civils, automobilistes, pilotes, militaires, décrivent un phénomène visible pendant plusieurs minutes, parfois à de très basses altitudes, semblant suivre une trajectoire nord-ouest-sud-est. Les descriptions convergent en tout cas sur plusieurs points. Une structure qui est gigantesque, qui est parfois estimée à plusieurs centaines de mètres de long, un déplacement qui est lent, régulier, sans bruit, souvent accompagné d'une sensation d'irréalité ou de présence. Des lumières blanches, jaunes ou vertes disposées de manière géométrique et parfois un halo lumineux diffus qui semble entourer l'ensemble. Dans plusieurs communes comme Angers, Tours, Lyon, Clermont-Ferrand, Nancy ou encore Paris, les témoins évoquent une forme triangulaire ou rectangulaire d'une stabilité impressionnante. Et certains automobilistes affirment avoir ralenti sur la route tant le spectacle semblait totalement irréel. Écoutons un extrait de la conférence de Rémi Borne et Frédéric Brochard qui ont présenté les faits marquants de la vague du 5 novembre 1990. Comme le souligne Rémi Borne, cette vague a marqué les esprits par le nombre de témoignages recueillis à travers la France. Bonjour, alors je me présente, je suis Rémi Borne, l'auteur du livre L'ufologie en Touraine, sorti en 2019. Donc j'animais des repas ufologiques sur Tours de 2013 à 2019. On a reçu beaucoup de conférenciers dans le milieu de l'ufologie. Moi, c'est Frédéric Brochard, je suis président de l'association OVNI Anjou et un des cofondateurs depuis 1997. Donc j'ai à mon actif plus de 80 enquêtes de terrain. Donc également une pensée à 2 amis qui nous ont quittés,
Jacques Garnier et puis Joël Ménard, avec lequel on a eu la chance de travailler, d'échanger, de partager. Et c'est aussi pour lui que nous continuons cette ufologie de terrain, qui est la base même des recherches et des découvertes en ufologie. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de repartir sur les faits. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Alors, au-delà de l'interprétation, sur lesquelles effectivement il y a beaucoup de choses à dire, reprenons les témoignages bruts, à l'état brut. Donc sur le document précédent, donc le document, donc là, il y a un témoignage d'un artisan qui évoque un phénomène qu'il n'a pas pu expliquer, qu'il a observé à Saint-Étienne-des-Bois, donc en Loire-Atlantique. Et donc vous avez le croquis de son observation. On parle d'une énorme masse noire, une douzaine d'objets lumineux qui envoyaient des flashs de couleurs et d'intensité différentes. Lui a pensé à une escadrille d'avions, il n'y avait aucun bruit. Il a alors distingué une énorme masse noire qui se déplaçait au centre. De l'ailleurs s'échappait une fumée bleuâtre. Elle avançait rapidement et lui, il n'a pu la suivre que quelques secondes en direction du nord-est. Donc il estime à 300-400 mètres au-dessus de lui. La presse donc continue à se faire écho de ces phénomènes. Mystère qui tombe du ciel, les scientifiques perplexes, confrontés à l'inconnu, de quoi peut-il bien s'agir ? Donc vous avez beaucoup d'éléments comme ça, un peu partout. Il y a énormément d'articles à travers la France qui ont été publiés concernant des choses pour lesquelles tous les organismes étaient complètement dans l'expectative. Il faut savoir que la date du 5 novembre, c'était un lundi. Les premières informations au niveau de la presse sont tombées le lendemain, informations succinctes, et beaucoup le 7 novembre, concernant les fameux phénomènes observés et pour lesquels donc les premières hypothèses ont été émises. Météores, avions furtifs américains ou autres hypothèses, le doute persiste malgré la position de l'observatoire de Munich, il n'y avait pas d'observatoire à Munich. C'était une erreur d'interprétation. Donc vous avez un certain nombre de vidéos également au niveau de l'INA, que vous pouvez donc regarder, télécharger en ligne. Vous tapez OVNI 5 novembre 90, vidéo INA, et donc vous avez les témoignages à l'état brut et également les commentaires des différents journalistes. Alors, la vague n'a pas survolé, enfin la vague d'observation a aussi été constatée dans d'autres pays. Notamment, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Italie, vous avez la France bien évidemment, vous avez l'Allemagne, vous avez également la Pologne et même quelques cas que j'ai repérés au niveau de la Russie. Donc là, vous retrouvez quelques articles où ils font état notamment de pilotes, évidemment, qui ont observé ce phénomène. Un article de presse Le Parisien qui date du 8 novembre 1990, qui indique un Mirage est parti aux alentours de 19h30 à la chasse de ce qui semblerait être le fameux OVNI. Sont tombées les premières explications. Donc là, vous avez extrait de 2 documents officiels émanant du CEPRA, qui ont un petit peu la positionnement de cet organisme. À noter, c'est qu'en fait, vous pourrez constater qu'en fait, il y a eu 2 saisies différentes au niveau des documents. Ce n'est pas la même typographie, ce qui voudrait dire que le document aurait été établi en plusieurs fois. Donc le 5 novembre 1990 à 20h, le CNES reçoit de nombreux appels signalant un phénomène lumineux. Le CEPRA, donc, était le service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique de l'époque. En réponse, mobilise des ressources techniques et administratives pour gérer les témoignages recevant des appels pendant plus d'une semaine. C'était des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes, voire plus, qui ont observé différents types de phénomènes durant un laps de temps, il faut savoir, entre 18h30 et 20h30. Donc c'est pas, il y en a la majorité située aux alentours de 19h, mais beaucoup ont été notés avant et après l'heure dite effectivement de cette rentrée. Donc le 9 novembre, le CNES confirme qu'il s'agit de la rentrée atmosphérique d'un 3e étage du lanceur soviétique Horizon 21. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit peu une photo, un schéma en fait de la fusée Proton qui a envoyé donc ce satellite. Analyse des témoignages selon cet organisme. Un total de 1108 documents a été recueilli, comprenant 203 procès-verbaux de gendarmerie et 860 témoignages de particuliers. Bon, depuis, on peut peut-être multiplier par 10 le nombre. Les témoins décrivent un immense triangle lumineux avec des couleurs orange et une boule lumineuse blanche à l'arrière. Bon, là, je mettrai un bémol également, dans le sens où il y a énormément de phénomènes différents. Il n'y a pas que des phénomènes triangulaires, même si c'est la forme la plus couramment repérée et représentée par les témoins. Mais il y en a d'autres. Interprétation et rôle des médias. Évidemment, là aussi, c'est un résumé de l'ensemble des documents du CEPRA. Donc la plupart des témoins n'ont pas cherché d'explications irrationnelles, mais les médias ont amplifié l'intérêt, générant des attentes et des spéculations. Donc les témoignages de pilotes, bien que précis, ont parfois été interprétés comme une escadrille en formation, reflétant un contexte de tension
au conflit du Golfe. Rappelez-vous, on était en pleine préparation de cette guerre. 2 témoins ont fourni des enregistrements photographiques confirmant la nature du phénomène. Un des deux, donc, il y a également un film qui a été pris par un professeur d'art plastique, le fameux film avec le triangle, entre guillemets, que vous connaissez peut-être. La conclusion du CEPRA, donc cet événement a mis en lumière la nécessité d'améliorer les moyens de détection spatiaux et de transmission d'informations en temps réel. La collaboration avec les médias était cruciale, mais également a soulevé des préoccupations concernant la psychose potentielle générée par de tels phénomènes. C'est encore le cas actuellement. Extrait de l'ouvrage de Didier Gomez, L'heure des ovnis, que je vous recommande de vous procurer, qui est donc une reproduction du texte émanant du NORAD, USS Spacecom, transmis au CEPRA par la NASA. C'est exclusivement, écoutez bien, à partir de ce document que la presse va se faire l'écho d'une explication visant à rassurer la majeure partie de la population. Il y avait une espèce de psychose, plutôt une peur. Il est indiqué Horizon 21, plateforme USSR, donc pour la Russie. Mais c'est un élément de séparation. Donc c'est un élément beaucoup plus petit. Donc ce ne serait pas un élément de grande dimension. Et donc il serait rentré dans l'atmosphère à plus de 100 km. Donc la trajectoire supposée de la rentrée, réajustée par rapport à, entre guillemets, à des calculs, prenant en compte la majorité des témoignages relevant cette trajectoire au-dessus de la France. Alors ce qui n'explique pas les observations effectuées en Grande-Bretagne, ni celles qui en Italie et dans d'autres pays, sachant que des personnes observaient le phénomène vraiment au-dessus de leur tête et de grandes dimensions pour beaucoup scotchés, parce qu'effectivement il y a des choses qui dépassent même l'entendement humain, les connaissances actuelles. Ce phénomène est encore hypothétique. On n'a pas les confirmations officielles qu'il y a bien une rentrée atmosphérique à l'heure actuelle. Là aussi, caractéristique visuelle de rentrée atmosphérique. Donc on voit bien l'éparpillement des différents corps, des différentes parties en fait de l'objet, provoquant en fonction du type de matériau des couleurs différentes, mais vous pouvez le constater, c'est complètement erratique, c'est aléatoire, qui relate ces faits, ne relate pas ce genre de petites choses. On a une pile comme ça de dossiers, je crois que c'est les dossiers du 5 novembre qui sont les plus lourds en termes de cas. Bon là, vous voyez, on n'est pas dans l'interprétatif, on est vraiment dans le côté factuel, mais il y a des choses que nous ne comprenons pas. Alors, cette rencontre a été aussi l'occasion de nombreux échanges fructueux et de découvertes passionnantes avec le public. Par contre, effectivement, je vous suis complètement. Quand on étudie le dossier, on voit bien que c'est pas uniquement. D'abord, c'est par rapport à la trajectoire. Il y a eu des observations en dehors de cette trajectoire de la fusée Proton. Et puis, c'est pas uniquement ce triangle noir qui est observé. Et puis, il y a eu effectivement des phénomènes stationnaires. Quand un objet rentre, on a fait une rentrée atmosphérique, il stationne pas, quoi. C'est comme une toile filante, quoi. Voilà. Il a des caractéristiques visuelles, effectivement, qui ne trompent pas. Surtout de par. Alors, je me suis interrogé, j'ai posé des questions par rapport à un astronome. Je lui ai dit, voilà, ce type d'objet à 100 km, à bout de bras, si on pouvait le mettre, ça serait grand comment ? Comme ça. Pas plus. Alors que les témoins, et notamment ceux qu'on enquêté, qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages et au niveau de la presse, font état de phénomènes qui couvrent certaines fois l'intégralité de leur champ visuel, une ville au-dessus de la ville. Oui, on voit bien que c'est pas ça, quoi. Alors, tous les cas qui nous ont été rapportés sur le 5 novembre 90 ne peuvent s'apparenter à une rentrée atmosphérique. Et même les témoins, même 35 ans après, viennent nous voir en disant « je suis encore sur le cul, je suis encore impressionné, choqué, j'ai peur, ou alors j'ai trouvé ça tellement magnifique, tellement gracieux, tellement hors du temps que ça reste un événement marquant et pérenne dans leur vie. » Et une dernière chose, c'est effectivement les chercheurs ont remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une vague comme ça, on a l'impression que le phénomène, alors c'est une impression, c'est une interprétation que je fais, essaye de se calquer un petit peu à côté. Il y a un aspect un peu mimétique avec quelque chose qui est conventionnel, qui s'explique, quoi. Comme là, la fusée Proton, comme par hasard, il y avait cette fusée Proton qui rentrait dans l'atmosphère à ce moment-là, et on dirait que le phénomène en a profité un peu pour se manifester. Enfin voilà, c'est une hypothèse qu'ont fait certains chercheurs. C'est une hypothèse tout assez étrange. Moi, je l'avais évoqué avec Joël Ménard, mais je dis simplement, si on prenait le postulat inverse, en disant tout simplement, il n'y a jamais eu de rentrée atmosphérique, tout était fait de phénomène ovni. L'hypothèse tient autant. Oui, c'est vrai. On a encore en ligne les PV de gendarmerie concernant des témoins. Donc regardez, ça vaut le coup d'œil parce que tout n'est pas caviardé. Vous avez des éléments qui vous permettent peut-être de retrouver des lieux précis. Mais aussi, il y a aussi des choses qui ont été volontairement occultées pour ne pas montrer, tellement l'intensité du phénomène et les caractéristiques des phénomènes observés. Ça, c'est une première chose. Et pour en revenir concernant les horaires, les premiers cas ont été bien constatés à 18h30, les derniers à 20h30.
Et alors que le CEPRA note 18h45, 19h30, ce qui permet d'avoir une moyenne en fait. Vous êtes sur Radio G, Angers 101.5 FM, disponible également en DAB+, ainsi que sur le site internet www.radio-g.fr où vous pouvez nous écouter en streaming. Vous êtes dans l'émission spéciale d'Un autre regard sur la rencontre ufologique de Montsoreau qui a eu lieu le 25 et le 26 octobre dernier. Écoutons un extrait de la conférence de Rémi Borne et Frédéric Brochard qui ont présenté les faits marquants de la vague du 5 novembre 1990. Vous pouvez voir la carte qui permet de voir toutes les observations. Donc vous pouvez voir qu'elle couvre, on va dire, pratiquement tout le département, surtout le nord. Et à côté, vous avez la trajectoire de cette supposée rentrée atmosphérique. Vous avez quand même des livres qui ont été dédiés à cette soirée, comme OVNI Contact, de Franck Marie, qui décrit 400 observations ce soir-là, sur toute la France, dont une dizaine en Indre-et-Loire. Et vous avez la revue Lumière dans la nuit, qui a beaucoup œuvré dans la recherche de témoignages concernant cette soirée. Vous avez aussi deux livres qui se contredisent, l'un de Didier Gomez qui est présent et l'autre de Robert Alexandri qui est plutôt de la frange sceptique. Bon, pour lui, c'est la rentrée atmosphérique qui prévaut sur un parasitage de cette soirée par des objets inconnus. Le deuxième cas a joué les tours, toujours le même soir, donc vous pouvez voir déjà qu'il y a quand même une différence. Donc après, c'est le témoin qui a peut-être une perception différente d'un autre témoin, mais c'est aussi un triangle, mais nettement plus flou. Donc je ne sais pas si vous arrivez à lire d'où vous êtes. Alors je vous les tours, le témoin il dit « J'allais fermer les volets quand j'ai aperçu au-dessus de la maison voisine une très forte lumière suivie d'une deuxième. Lorsque là s'est passé au-dessus de notre maison, je me suis rendu compte que ces deux lumières étaient le début d'un très grand triangle, composé d'une multitude de points scintillants et clignotants. Des traînées composées d'une multitude de points scintillants et clignotants, des traînées blanchâtres suivaient le phénomène, l'ensemble avançait sans bruit et d'une manière compacte sur un même plan. J'ai eu le temps de passer de l'autre côté de la maison pour le revoir, il est passé derrière un nuage qui l'a caché. Et après quelques instants sont réapparus uniquement les deux gros points lumineux. Ces deux gros points n'étaient pas clignotants. Voilà, donc on peut dire que ça ressemble pas du tout à une rentrée atmosphérique. Et c'était quand même un phénomène qui était assez bas et silencieux. Bon. Vous avez un autre témoignage à Saint-Michel-sur-Loire, toujours à 19h, le 5 novembre 90. Vous avez un autre témoignage à Saint-Michel-sur-Loire, toujours à 19h, le 5 novembre 90. Un triangle qui est formé par plusieurs points rouges, de jaunâtre à orange, avec derrière des traînées lumineuses. En dessous, vous avez Bléré, 5 novembre 90, toujours. C'est une forme oblongue. Ça ressemble vraiment à un vaisseau, quoi. C'est une masse noire avec derrière comme un échappement. D'après le témoin, c'était une sorte de gros nuage noir qui est passé près de moi, tout près de l'horizon. De 3/4, j'ai bien vu une forme oblongue comportant à l'arrière des parois striées percées de faisceaux de lumière. Donc on peut voir, c'est vraiment encore quelque chose de très différent. Vous avez aussi une observation à la tour Saint-Gelin, un point lumineux avec un triangle. Et en dessous, la Riche, donc c'est assez proche de Tours, c'est à l'est de Tours. Et c'est une observation qui a duré que 15 secondes. Mais le témoin s'en rappelle bien. C'est encore un triangle, mais avec tout un tas de petites fumées, enfin une fumée blanche suivie par de toutes petites lumières qui scintillaient à l'arrière. Alors là, c'est les deux derniers cas qu'on a investigués, on va dire. Saint-Marc-la-Pile, donc c'est Anne, qui est professeure d'anglais au collège de Saint-Marc, qui rentre chez elle dans sa voiture. Ils sont 3. Et ils ont fait une observation d'un énorme triangle qui passait au-dessus de la route. Donc ils se sont arrêtés, sont descendus, ils ont regardé le truc. On va vous en parler en détail. Et l'autre observation qu'on a faite, monsieur Eric Ménadeau,
J'ai découvert que c'était un de mes voisins, alors que on se connaissait pas du tout avant. Comme quoi le monde est petit. Qui lui s'entraînait à la course à pied au stade municipal de Gramont. Enfin, c'est en haut de l'Alouette, pas loin du lycée Gramont, et qui a vu une immense masse sombre se déplacer au-dessus du stade à la hauteur des plots d'éclairage. Voilà, donc on va laisser Frédéric parler de ce qui se passe en Anjou. C'est-à-dire la même chose qu'en Indre-et-Loire ou en France, mais... Dans le hall d'accueil, vous verrez un petit peu, on a mis une quinzaine-vingtaine de cas, sachant qu'on en a beaucoup d'autres pour raison de place qu'on n'a pas pu mettre sur le plan. Donc les premiers cas sur lesquels j'ai enquêté, c'était en 96-97, donc ça reste quand même 6-7 ans après quand même la manifestation du phénomène. Et le dernier cas que j'ai pu relater concernant un fait de cet ordre, c'était l'été dernier, par rapport à une observation effectuée à Angers, au niveau du secteur des Banchets, par un témoin qui lui a rapporté, et se souvient, comme si c'était pratiquement hier, de l'observation d'un phénomène triangulaire de grande dimension noire qui masquait le ciel. Donc je vous ai remis un certain nombre d'articles qui ont été publiés le lendemain ou les jours suivants de l'observation du phénomène ou des phénomènes ovnis, donc pour accréditer effectivement, parce que là on est sur du factuel, et on est vraiment sur des relevés des témoignages d'après le terrain. Donc ciel mon ovni, donc c'était la une de l'Éclair, donc des centaines de témoins décrivent l'engin qui a survolé la région lundi. Donc toutes ces archives, on a pu les récupérer au fur et à mesure de nos recherches, à savoir les archives municipales, les archives départementales, les archives à travers les réseaux ufologiques, et également ce qu'on possédait à droite à gauche, qu'on a pu acheter ou récupérer à travers nos réseaux et nos connaissances. Autres articles, de Nantes à Chantonnay, quelque chose de bizarre dans le ciel. Une grande lueur a traversé hier soir le ciel d'Anjou. Premier témoignage que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans différents reportages sur le net, parce qu'il y a des bons reportages qui ont été réalisés ces dernières années concernant le 5 novembre 90 avec différentes émissions. Vous avez le témoignage de monsieur, bon j'ai masqué le nom, mais disons qu'il ne veut pas forcément masquer son identité, mais bon, c'est le document qu'il avait envoyé à différents médias concernant le phénomène ovni, qu'il ne croit absolument pas donc à l'hypothèse d'une rentrée atmosphérique, sachant que le phénomène il était à Chalonnes-sur-Loire, donc il était avec son fils, donc il a fait une petite pause, donc il était directeur là-bas, directeur d'une école, et donc il est rentré avant de rentrer, donc reprendre ses activités pour faire des devoirs avec son fils, donc il a remarqué en haut du ciel, vraiment à son aplomb, un phénomène ovni qui ressemble un petit peu à un trapèze, mais de forme ressemblant à un cercueil volant, avec 2 traînées lumineuses et des spots lumineux sur l'avant. Et la chose se déplaçait de manière majestueuse, silencieusement. Et donc là, on est à l'aplomb, l'aplomb du phénomène. On n'est pas un phénomène qui se trouverait dans le sud de la France. On est sur autre chose. Et ce témoignage, vous le retrouverez, c'est témoin vraiment digne de foi qu'on a pu rencontrer en enquête. Il me semble que c'était en 1997. Alors la plupart des cas, beaucoup de cas ont déjà été publiés dans Lumière dans la nuit, donc on en a encore un certain nombre. Alors je ne sais pas si vous connaissez donc le lycée Chevrolier qui est marqué ici, vous avez un point rouge. Donc le témoin est libraire, il travaillait à l'époque à Librairie Richer, et donc il doit rejoindre sa compagne au bout de la rue qui est tout là-haut. Donc il prend la rue qui est au niveau de la place Lafayette à partir de Librairie Richer pour rejoindre le lycée. Donc arrivé déjà en bout de la rue, se rendre compte qu'il y a déjà un attroupement de personnes qui semblait regarder quelque chose qui était intriguant. À savoir, à cette heure-là, c'était les surveillants et des étudiants, des lycéens ou étudiants qui attendaient pour aller dîner, tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que ils ont continué à marcher, donc ça a duré du temps, le temps d'aller d'un bout à l'autre de la rue, elle est quand même pas si courte que ça. Et ils ont rejoint toute la petite fine équipe. Ils ont commencé aussi à commenter, qu'est-ce que c'est beau, etc. Donc et voilà, vous avez ici le point rouge, c'est là où tous les témoins étaient rassemblés. Donc ils ont commenté, au bout d'un moment, ils ont plutôt été subjugués, imprégnés par ce qu'ils observaient, donc il n'y avait plus de commentaires du tout. Alors le phénomène se présentait comme ceci. Bon, là c'est un des dessins du témoin, je l'ai laissé à l'état brut. Donc c'était plutôt un rectangle, semblant en volume, avec un fond noir, et le tout encadré par des petits points lumineux. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça durait très longtemps, quand même plusieurs minutes, et que le phénomène, en se déplaçant très très lentement, semblait disparaître ou s'évaporer au fur et à mesure de son déplacement de droite à gauche. Alors autre chose, c'est qu'en fait les témoins sont tous partis dans leur coin sans se concerter, comme si il ne s'était rien passé,
comme s'ils avaient déjà oublié cette chose. Lui connaissait, le copain connaissait donc des amis dans le domaine de la police et notamment des renseignements généraux. Le lendemain au café, il dit j'ai vu un truc hier. Et ils ont dit on sait. Je voudrais revenir sur la vague de 90. En Anjou, pas loin d'ici, à Fontevraud, sur la route de Fontevraud, en allant de Montsoreau à Fontevraud. J'ai une amie qui était témoin d'un gros truc, malheureusement elle n'est pas là, elle n'ose pas en parler. Jean-Michel connaît d'ailleurs. Oui, on l'a enquêté tous les deux. Voilà, donc... même plus qu'on était. Elle s'était arrêtée, il y avait un dépotoir sur le bord de la route, un dépotoir sur le droit. Et elle s'est arrêtée pour mettre quelque chose au dépotoir. Et quand elle a levé la tête, elle a dit voir une ville passer au-dessus d'elle, une ville, quoi. Voilà. Je te rejoins, Joël, par rapport à ce que tu viens de dire, parce que moi j'ai enquêté à un moment donné concernant la ville de Martigny-Briand. Martigny-Briand, on a eu des informations concernant le 5 novembre 90 qui faisaient état comme si la ville se reflétait au-dessus de cette ville et qui serait restée stationnaire pendant de très très longues minutes. Donc il y a effectivement des trajectoires qui sont complètement différentes. Il y a des phénomènes stationnaires, il y a également des phénomènes dont la durée ne peut pas coïncider avec une entrée atmosphérique. Il y a également des phénomènes pour lesquels on se rend compte que les distances et simplement les dimensions à bout de bras ne collent pas. Et puis également donc la durée qui est importante, la distance, les caractéristiques avec des faisceaux tronqués, considérables. Il y a aussi les phénomènes qui se mettent à tourner autour d'une antenne de télécommunication. C'est rare qu'une rentrée atmosphérique s'amuse à tourner autour des antennes de télécommunication. Également constater des phénomènes du 5 novembre qui changent de trajectoire en cours de déplacement ou qui changent de forme. Alors aujourd'hui encore, plus de 30 ans après les faits, à la 35e anniversaire, la vague du 5 novembre reste quand même une énigme majeure de l'ufologie française. Si des rentrées de débris soviétiques ont bel et bien eu lieu, de nombreux chercheurs estiment qu'un autre phénomène concomitant a été observé le même soir. Peut-être d'origine humaine, peut-être pas. En tout cas, pour les ufologues comme Didier Gomez, Stéphane Royer, cette nuit de 90 symbolise le tournant de la modernité ufologique française. Un événement massif, enregistré, analysé, mais toujours inexpliqué, survenu dans un pays où l'atome occupe une place centrale. Vous êtes sur Radio G, Angers 101.5 FM, disponible également DAB+, ainsi que sur le site internet www.radio-g.fr où vous pouvez nous écouter en streaming. Vous êtes dans l'émission spéciale d'un autre regard sur la rencontre ufologique de Montsoreau qui a eu lieu le 25 et le 26 octobre dernier. Entre les stands et les livres et les panneaux informatifs, on sentait cette tension familière à tous les curieux du ciel. Celle d'une question suspendue, qu'est-ce qu'on nous cache? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore? L'après-midi, le ton s'est fait plus grave. Les conférenciers Stéphane Royer et Didier Gomez ont abordé un sujet sensible, les liens troublants entre observation d'OVNI et sites nucléaires, civils comme militaires. De l'époque de la guerre froide aux témoignages récents près de certaines centrales françaises, en tout cas, le dossier interroge. Pourquoi ces survols? Sont-ils de simples coïncidences ou des messages? Depuis plus de 70 ans, les témoignages se multiplient autour des centrales, des bases militaires et des sites sensibles partout dans le monde. Des objets lumineux, silencieux, quelquefois triangulaires, semblent observer, surveiller et peut-être prévenir. Coïncidence, surveillance ou signe d'un intérêt venu d'ailleurs. Didier Gomez, ancien journaliste et passionné d'ufologie, Didier est l'un des co-auteurs de l'ouvrage OVNI et nucléaire, publié en 2021 avec Stéphane Royer. Didier Gomez a également été rédacteur en chef de la revue Ufomania jusqu'en 2015. Il est également auteur de plusieurs ouvrages. Alors Stéphane Royer, il est passionné, lui, par le phénomène OVNI depuis plus de 40 ans, alors les civilisations anciennes et toutes les autres grandes énigmes de l'histoire. En tout cas, Stéphane Royer n'a cessé de chercher des réponses à ces questions dans les livres et en rencontrant des chercheurs. Il est membre de l'association des repas ufologiques en 2015. Il devient successivement responsable de celui de Paris et président de l'association nationale en mars 2021. Et depuis des années, il écrit aussi des articles dans les magazines Top Secret, Lumière dans la nuit, Génération Cité d'Or, et il donne également des conférences. Et il aborde souvent des sujets tels que les ovnis et le survol des centrales nucléaires françaises. Dès la fin des années 1940, aux États-Unis comme en URSS, les premiers rapports d'OVNI coïncident avec les activités liées à l'atome.
essais d'armes, recherche, surveillance militaire. En France, les vagues d'observation des années 50, 70 et 80 montrent également une forte concentration d'apparitions près des structures nucléaires. Marcoule, Pierre Latte, Golfech, Cattenom ou encore La Hague. Didier Gomez, Stéphane Royer nous expliquait ce phénomène et les enjeux qu'il soulève. Il y a eu très peu de livres ufologiques par le passé qui font état de liens entre le phénomène OVNI et le nucléaire. Et pour nous, c'est quand même assez extraordinaire parce que on peut s'apercevoir que tous les cas ufologiques sont allés de manière exponentielle à partir après août 45, donc Hiroshima, Nagasaki, première bombe atomique a explosé, et il y a eu ensuite des tas de témoignages, des centaines, des milliers de témoignages qui ont découlé, qui ont suivi d'ailleurs les essais nucléaires qui ont eu lieu à différents endroits de la planète. Donc on a fait ce lien-là parce que c'est vrai qu'avant août 45, on a très très peu de témoignages. Alors il y en a des témoignages, mais c'est vraiment très sporadique. Et dès janvier 46, il y a eu des centaines de témoignages, notamment en Scandinavie, et à partir de l'année 47, c'est une vraie déferlante aux États-Unis, et après ça s'est démultiplié comme une traînée de poudre sur toute la planète. Au départ, c'était des boules de feu vertes, ensuite c'est devenu des disques volants, des soucoupes volantes, et le phénomène ensuite s'est développé depuis ces années-là, depuis la fin des années 40. D'un des cas les plus symptomatiques qui s'est passé sur une base américaine, c'est le cas de Minot du 24 octobre 1968. Donc c'est un cas en fait que j'ai publié dans Ufomania Magazine, le numéro 73 qui est sorti en hiver 2012. J'avais eu la chance d'avoir l'autorisation par Thomas Tullien, qui est un ufologue américain qui a enquêté exclusivement sur tout ce qui correspondait avec des témoignages liés à cette base militaire. Le déroulement des faits, là je vais pas trop m'attarder, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 21 témoins oculaires, des témoins au sol, des militaires qui sont consignés sur la base. Il y a des enregistrements radar. Alors juste le contexte sociopolitique de l'époque, on est en pleine guerre froide, on est en pleine dans la conquête spatiale, l'URSS et les États-Unis se font la guerre pour savoir quelle nation va être la première à aller sur la Lune. Depuis les années 50 et jusqu'à la fin des années 70, il y a des essais nucléaires qui sont faits en masse par différentes nations, dont la France. La base, donc elle est dans le Nord Dakota. Donc c'est un État qui est tout à fait au centre des États-Unis, tout à fait dans le nord, et qui abrite une des bases les plus importantes de missiles balistiques, ICBM Minuteman. Donc la portée, vous voyez, ça peut aller de 5500 à 13 000 km. C'est un missile qui fait 18 mètres de long, qui est enfoui dans le sol sur cette base-là. Et sur cette base-là, en octobre 68, il y a 165 missiles à tête nucléaire. Donc sur le site à lui-même, il y a 1250 ogives nucléaires. Donc c'est un des sites les plus importants de la planète en termes de missiles et d'ogives nucléaires à l'époque. Donc le déroulement des faits, le matin à 2h30, il y a tout d'abord 2 témoins qui sont sur le site November 7. Donc il y a plusieurs témoins militaires qui sont en patrouille sur la base et qui vont observer des phénomènes lumineux à plusieurs endroits de la base. Donc je vous expliquais que la base faisait 20 km², donc vous imaginez bien qu'il faut qu'ils prennent un véhicule pour se déplacer pour aller voir ce que sont ces lumières. Et il y a d'autres témoins qui sont placés sur un peu plus loin sur la base, sur d'autres sites, donc là qui sont identifiés dans le rapport. Alors ce qui est intéressant dans ce cas précis, c'est que il y a 14 témoins en tout, aussi bien au niveau de la base que sur site, donc des témoins qui se déplacent, qui vont voir des lumières. Il y a un équipage de B-52 Fortress qui porte des missiles et qui reviennent d'une formation de 10 heures et qui rentrent sur la base, donc à 3h34 du matin. Et là, ils vont détecter un écho-radar
qui se trouvent à 5 km de leur position. Donc ils sont en vol et ils s'apprêtent à atterrir et ils confirment les observations qui ont été faites 1 heure plus tôt et qui continuent d'être observées. Et ils vont décrire, alors je vais vraiment beaucoup synthétiser, mais ils vont décrire un objet ressemblant à un énorme œuf, semblant dégager une couleur qui ressemble à l'acier en fusion. Donc ce qui est intéressant sur ce cas, c'est que y a beaucoup de témoins. On est sur la base la plus surveillée à cette époque-là aux États-Unis, la base la plus importante en termes d'ogives nucléaires. Il y a eu ce cas-là qui a été très fortement documenté, mais sur la base de Minot, il y a eu d'autres cas, bien sûr, d'observation de phénomènes aériens non identifiés. Les sites stratégiques américains les plus sensibles ont été visités à plusieurs reprises. Donc je vais vous faire grâce de tous les témoignages de pilotes, mais vous pouvez les retrouver dans la revue. Donc les enregistrements radar ont confirmé, puisqu'il y a eu un rapport d'enquête suite à ces différentes observations, ont confirmé qu'il y avait bien quelque chose dans le ciel à ce moment-là, au-dessus de Minot Air Force Base. Il y a eu des photos également de prises montrant qu'il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à la base et qui s'est promené pendant plus d'1 heure au-dessus de la base. Donc ce cas, comme je vous disais, est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages fiables et de pilotes chevronnés, de militaires, d'officiers militaires du commandement américain qui ont maintenu leur version des faits. La conclusion, c'est qu'il y a eu présence d'un phénomène aérospatial non identifié au comportement intelligent avéré, corroboré par des photos et des enregistrements radar. Nous allons continuer avec Stéphane, peut-être. Et on va traiter d'un sujet, effectivement, qui reste dans l'univers nucléaire. Et j'ai voulu, moi, vous parler d'un sujet qui concerne, effectivement, les ovnis, le nucléaire, et les rayons qui ont été vus, effectivement, émanant de ces ovnis, tirés sur un certain nombre d'objets en rapport avec les environnements nucléaires, que ce soit des sites militaires ou des sites, effectivement, plus civils. Voilà, donc on va avoir, effectivement, donc, des rayons qui sont tirés sur des installations nucléaires militaires. On va voir par exemple la base de Big Sur à Vandenberg, qui est un cas de 1964. On va voir aussi Rendlesham, la base de Rendlesham et Bentwaters en Angleterre en 1980, et le cas de Kasputin-Yar en 1989. Et on verra que sur ces sites, effectivement, on va avoir des rayons qu'on va retrouver aussi sur des installations nucléaires civiles. Et là, je vous donnerai l'exemple de Tchernobyl en 1986. Et on essaiera de voir un petit peu quelle est la nature et l'intérêt de ces rayons. Voilà. Donc on va s'intéresser d'abord à Vandenberg. Alors Vandenberg est effectivement situé en Californie. Donc là, on va avoir effectivement le déploiement d'une escadrille photographique qui va capturer 9 lancements de missiles depuis la base de Vandenberg. Et lors de l'enregistrement du missile, personne n'observe quoi que ce soit d'anormal, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Et ça, c'est ce que nous raconte Robert Jacobs. Simplement, lorsqu'ils vont projeter le film, ensuite, ultérieurement, le major Mansman et Robert Jacobs, et 2 officiers de l'Air Force, ainsi que 2 civils, vont observer un ovni qui tourne autour du missile et tirer 4 rayons lumineux autour de l'objet, avant que l'objet ne chute dans l'océan Pacifique. Et donc, les 2 hommes en civil contesteront qu'il s'agisse d'un ovni, et ils vont dire qu'en fait, il ne s'est rien passé et qu'ils devraient oublier cet incident, qui sera désormais classé top secret. On voit un objet de forme discoïdale qui tire donc des rayons lumineux autour de l'objet qui a été éjecté du missile. Et en fait, ça, c'est ce que l'on va observer. Il y a donc 4 tirs lumineux. Donc 18 ans plus tard, après son service, après son entrée sous les drapeaux, en 1982, donc une fois avoir quitté l'Air Force, il va commencer à parler à la presse, notamment via le National Enquirer, donc le magazine Omni, ayant d'abord refusé son article.
Donc il va témoigner de ce qui lui est arrivé, et un an après, on va avoir l'ufologue américain Lee Graham qui va rechercher Florence Mansman. Donc en fait, Florence Mansman sera diplômée un doctorat en ingénierie biomédicale et il fera entendre sa version des faits. Et puis finalement, il va confirmer le témoignage de Robert Jacobs et il va dire que ce sera l'année 64 et non 65 comme il l'avait affirmé. Donc il va corriger la date. Et pour Mansman, l'objet était d'origine extraterrestre. Donc pour Robert Jacobs, tiré sur une tête nucléaire factice, parce que ce n'était pas une vraie tête nucléaire, eh bien pour lui c'était un avertissement envers notre possession d'un armement nucléaire. En 1989, on va avoir Robert Jacobs qui écrira un article beaucoup plus détaillé sur l'incident de Big Shoe. Et en 1993, Kingston George écrira un article dans Skeptical Inquirer pour dénoncer cet ovni de Big Shoe comme étant un ensemble de leurres expérimentaux cachés dans la coiffe du missile. Des leurres qui devaient être relâchés en vol afin de tromper les radars soviétiques. Et ensuite, on va avoir l'entrée en scène de Robert Hastings, qui a écrit 2 ouvrages, dont le premier s'appelle UFOs and Nukes, donc ovnis nucléaires. Alors, Robert Hastings, c'est l'un des enquêteurs américains les plus spécialisés sur le sujet. Il a vraiment écrit 2 livres qui d'ailleurs ont été nos sources principales, entre autres. Et ultérieurement, les 2 hommes créeront un documentaire sur le sujet qui s'appelle UFOs and Nukes, The Secret Link Revealed, donc le ovni nucléaire, le lien secret révélé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 26 juillet 2023, l'ancien pilote de jet de la Navy, Ryan Graves, témoigne devant la Chambre des représentants. Et il va confirmer que la base de Vandenberg aura bien été survolée, une fois de plus, par un ovni de forme carrée, de couleur orange, non loin du côté de Santa Barbara, en l'année 2003. Alors, deuxième cas de figure, la base de Rendlesham Bentwaters, qui est située en Angleterre. Alors, le cas est en 1980. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est la pleine guerre froide, et les Américains ont implanté une base de missiles en Angleterre, donc pays ami, pour pas dire autre chose. Et donc, ça se passe autour de la forêt de Rendlesham, donc dans la région de Suffolk, dans le sud-est de l'Angleterre. Et évidemment, cette base était inconnue du grand public, bien sûr, mais en tout cas, des missiles nucléaires y étaient entreposés. Et ça, c'était peu connu, bien sûr. Alors, le 26 décembre 1980, un objet volant de forme triangulaire, doté de nombreuses lumières, est observé par le colonel Charles Halt et de nombreux militaires. Alors, c'est le lendemain, dans la nuit du 27 au 28 décembre 1980, qu'ils furent nombreux à observer plusieurs objets lumineux dans le ciel, de forme discoïdale. Et le chef de la police militaire de la base en informa le colonel Halt, lequel décida de rejoindre la douzaine de militaires qui étaient déjà postés en bordure de la forêt. Ils constatèrent que la source lumineuse provenait de la clairière où a été observé le premier phénomène. Ils atteignirent l'endroit et virent un objet rougeoyant en forme d'ellipse, flottant à environ 4 mètres au-dessus du sol. Puis l'objet lumineux va pulser, il va éjecter une flopée de particules et se séparer en 5 objets distincts qui s'envolèrent immédiatement. Donc aussitôt après, 3 objets lumineux seront détectés dans le ciel et confirmés par les radars de la base et ceux de Londres. Donc 2 objets se trouvaient au nord et un au sud. Et puis un 4e objet lumineux va apparaître au sud, se diriger à très grande vitesse vers le groupe de militaires, qui va se figer à une trentaine de mètres d'eux. Et soudain, l'engin va projeter une sorte de rayon laser devant leurs pieds pendant quelques instants avant que l'objet ne reparte dans les airs en disparaissant à nouveau. Les 3 autres objets vont continuer à évoluer rapidement avec des mouvements angulaires. Ils feront jaillir aussi des lumières rouges, vertes et bleues. Les 2 objets au nord restèrent visibles un peu plus d'1 heure et celui au sud entre 2 et 3 heures. Alors l'information va finir par fuiter en 1983 grâce au Freedom of Information Act, la loi américaine qui permet à tout contribuable de demander communication des archives américaines. Donc Charles Halt déclara également que ces manifestations pouvaient avoir a priori un lien avec les stocks d'armement nucléaire présents dans les sous-sols de la partie américaine de la base. Un grand nombre de témoignages évoquent le fait que l'un des ovnis projetait une sorte de rayon laser à l'endroit exact des bunkers contenant les têtes nucléaires. Donc l'endroit n'est pas un hasard. Les heures et les jours suivants, les bruits de couloir laissaient entendre que certains dispositifs électroniques relatifs aux armements nucléaires avaient été mis hors service durant un certain temps. Voici une déclaration du colonel Charles Halt. Donc ce qu'il nous dit, ce devait être quelque chose au-delà de la technologie humaine, à cause des vitesses et des mouvements de ces appareils, les angles pris et tout ce qu'ils faisaient. Ces objets auraient-ils pu être contrôlés à distance ? Certainement.
Je n'ai jamais vu de petits hommes verts, mais il est possible qu'il s'agisse d'une technologie extraterrestre. Alors, quelques hypothèses sur ces rayons. Voilà. Alors, la première, c'est que ça pourrait être une sorte de scanner qui viendrait sonder ces sites et qui permettrait de détecter l'existence, par exemple, d'engins nucléaires et peut-être même de détecter les fissures ou les autres anomalies. On sait que, j'en parlerai demain, mais en France, sur les centrales nucléaires qui ont été survolées en 2014, on sait qu'il y avait des fissures dans les réacteurs nucléaires. Alors, deuxième hypothèse, c'est que ça pourrait être un outil avec un effet électromagnétique sur les mécanismes des missiles. Est-ce qu'en gros, ce serait une impulsion électromagnétique qui pourrait désactiver justement le lancement de ces missiles? On sait que ça a été le cas. Troisième hypothèse, ça pourrait être un moyen permettant de faire diminuer les radiations. On a vu avec Tchernobyl que ça a été le cas. Il y a eu des mesures avant et après le tir de ces rayons lumineux. Et enfin, quatrième hypothèse, ce serait un moyen de supprimer les déchets radioactifs. Alors, on va creuser un petit peu ce sujet-là. Bon, pour le premier point, il est évident que les rayons tirés sur les sites militaires de la forêt de Rendlesham étaient des sortes de rayons explorateurs. Ils venaient sonder, voir où étaient effectivement les engins, les missiles dans les installations souterraines. Donc les silos de missiles, on sait aujourd'hui qu'ils étaient souterrains. Alors pour le second point, on sait qu'au-dessus de Tchernobyl, effectivement, les radiations ont baissé au-dessus du réacteur numéro 4. Et comme ça a été dit lors du symposium du MUFON, le compteur Geiger des ingénieurs indiquait une concentration radioactive de 3000 milliroentgens par heure et c'est descendu à 800 milliroentgens par heure. Alors ensuite, voilà. Alors le troisième point, restons sur la centrale de Tchernobyl. Le rapport Lochak pointe la disparition de réserves d'uranium. Et ce même rapport mentionne l'existence d'un stock d'aluminium, alors qu'on sait que l'aluminium n'est absolument pas utilisé dans une centrale nucléaire. Ça ne sert à rien pour produire l'énergie. Bon, c'est pas du combustible. Alors pour résoudre ce mystère, on va s'intéresser à un autre physicien français qui lui s'appelle Gérard Mourou. Vous allez voir son pédigré qui est relativement intéressant. Alors, donc Gérard Mourou est né le 22 juin 1944, une maîtrise de physique, un doctorat en optique approfondie, il a travaillé pour nombreuses universités à l'étranger, dans sa spécialité, la lumière et les lasers. Il a été directeur du laboratoire d'optique appliquée au CNRS à Paris, il a créé l'Institut de lumière extrême Apollon, avec les premiers lasers de femtosecondes, c'est 10 puissance moins 15, et il a été l'initiateur du projet ELI, Extreme Light Infrastructure, infrastructure laser, de lumière extrême, avec 3 installations de laser de 10 pétawatts de puissance, c'est-à-dire 10 puissance 15. Et puis il a obtenu le prix de la Société d'optique d'Amérique en 1995, le prix Lazare Carnot en 2007, le prix Charlestown en 2009, la Société d'optique d'Amérique pour ses travaux sur les lasers et l'optique quantique. Arthur Scholl de la Société de physique d'Amérique pour ses contributions à l'avancement de la recherche sur la physique du laser et ses applications. Prix Nobel de physique en 2018 avec la chercheuse canadienne Donna Strickland pour leur méthode de génération d'impulsions optiques. Et enfin, docteur honoris causa dans plusieurs universités à travers le monde. Bref, un scientifique comme on aimerait en avoir plus souvent. Donc, en 2018, Gérard Mourou va faire une présentation de ses travaux au Forum Innovation Défense. Il va démontrer que des lasers ultra intenses pourraient être utilisés pour bombarder les noyaux atomiques d'isotopes radioactifs et en modifiant leurs propriétés respectives. Ça revient à dire que des atomes radioactifs, ainsi bombardés par un laser ultra intense, durant un court laps de temps, transformeraient leur nature. Ainsi, certains atomes pourraient perdre leur radioactivité en 30 minutes. Je vous rappelle que la radioactivité, elle se meurt naturellement au bout de centaines de milliers d'années. Bon. Et donc, c'est un vrai avantage quand on connaît effectivement la durée de vie de la radioactivité. Alors, voici ce que nous dit Gérard Mourou. Ce laser est spécifique, il dispense très peu d'énergie, soit quelques joules, à peine 1/1000e de ce que l'on ingère au cours d'un petit déjeuner, pendant le temps excessivement bref d'1 milliardième de millionième de seconde. Pour vous dire, c'est très bref. Le but est de diminuer considérablement la radioactivité des déchets qui durent plusieurs centaines de milliers d'années, alors afin qu'ils ne soient plus un fardeau laissé aux générations futures. Bon, noble tâche. Voilà. Je vous l'ai fait courte. Alors, si on revient sur le rapport Lochak, l'une des anomalies détectées, alors ce qu'il nous dit, c'est une des étrangetés de Tchernobyl, c'est qu'on a découvert dans les débris de l'uranium enrichi à des doses tout à fait extraordinaires. Le maximum qu'on a retrouvé était de 27%, alors que le combustible d'un réacteur RBMK, c'est ce qu'on retrouvait à l'époque en Russie, est enrichi au départ de 2%.
De plus, le réacteur de Tchernobyl était destiné à être arrêté quand l'accident est survenu. Manque de peau, l'accident a eu lieu avant. Le combustible étant usé, enrichi à environ 1,1%. Il n'y avait aucune explication à ce phénomène d'enrichissement. Donc anomalie. Une question va alors se poser. Des ovnis ont-ils transmuté la matière fissile du réacteur numéro 4 pour en atténuer la dangerosité ? Donc par conséquent, on peut confirmer que la troisième hypothèse évoquée plus haut, sur la nature des rayons observés sur les sites nucléaires, serait bien un moyen de supprimer la radioactivité. Vous êtes sur Radio G, Angers 101.5 FM, disponible également DAB+, ainsi que sur le site internet www.radio-g.fr où vous pouvez nous écouter en streaming. Vous avez été absent ? Pas de panique, les émissions sont dispo sur le site internet en replay et également sur les plateformes de podcast, sous le podcast Un autre regard, l'émission radio. Vous êtes dans l'émission spéciale d'Un autre regard sur la rencontre ufologique de Montsoreau qui a eu lieu le 25 et le 26 octobre dernier. En France, mais on oublie aussi ce qui s'est passé en 2014 avec le survol des centrales nucléaires françaises. Et ça, c'est bien une mini-vague aussi. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, déjà en préambule, on va rappeler que la France possède 56 réacteurs nucléaires qui sont répartis en 18 centrales actuellement. Et rappelons que la centrale de Fessenheim a été fermée en 2020. Voilà. Alors, on peut aussi rajouter à cela des réacteurs qui sont des réacteurs de recherche. On va notamment retrouver du côté du commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA. On va retrouver à Saclay, en Île-de-France. On retrouve aussi le réacteur de recherche qui est situé à Cadarache, en Occitanie, ou celui de l'Institut Laue-Langevin, qui lui est situé sur le polygone scientifique de Grenoble, région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, rappelons une première chose, c'est que le premier cas connu de survol de centrales nucléaires en France a eu lieu dans le Gard, à Marcoule, le 21 février 1974, où un objet a survolé la ville de Marcoule. Donc on va avoir des observations dans la région qui ont lieu en janvier et mars de la même année, sans évidemment qu'un lien de cause à effet soit prouvé, mais il n'est pas possible d'écarter ces observations de la présence de la centrale nucléaire. Autre date, le 15 décembre 1974, donc la même année, un photographe filmait le soleil couchant sur le Verdon, du côté de Cadarache, et en faisant développer le film, il verra un objet discoïdal entouré d'un halo lumineux. Et enfin, le 6 octobre 2010, donc date plus récente, 2 témoins aperçoivent un ovni triangulaire survoler la centrale de Golfech et ils vont le filmer avec un téléphone portable. Alors, voici le croquis. Alors, voilà, le croquis qui apparaît, qui a été fait par les 2 témoins. Alors, les 2 témoins qui étaient des intérimaires qui travaillaient dans la centrale, domaine informatique notamment. Et en fait, ils vont dessiner cet objet qu'ils vont voir survoler la centrale. Et évidemment, ils seront dessous. Donc, ce que l'on voit ici, c'est le dessous. Vous voyez, il y a du noir mat. Il y a 3 lumières de chaque côté. Et vous avez un emplacement central qui correspond souvent à une lumière dans les cas d'objets triangulaires qui sont signalés. Bon. Donc, l'objet est totalement lisse. Il n'y a pas de trappe, de jointure, pas d'écriture et d'un noir mat thèse. Alors, revenons maintenant à la vague donc de l'automne 2014 que vont connaître les centrales nucléaires françaises. Parce que celles-ci vont être survolées par des objets inconnus que, effectivement, Claude Lavatte surnommera des drovnis. Alors, ces survols auraient débuté fin 2013, parce que Greenpeace aurait déjà signalé des objets comme ça au-dessus des centrales électriques, et elles auraient continué jusqu'à peu près début 2015, aux alentours de janvier. Mais ce qui va être important, c'est qu'en octobre 2014, quasiment toutes les centrales nucléaires françaises seront survolées. On pourra parler effectivement de vagues, de drones ou d'ovnis. Alors, sur le tableau suivant, vous allez avoir les dates que je vous ai mises sur tous ces survols. Alors, c'est peut-être un peu flou sur ce tableau-là, mais je vais vous les lire. On va d'abord avoir Cresmes-Malville dans l'Isère le 5 octobre, et qui sera aussi survolé le 3 novembre. Cattenom dans la Moselle les 5 octobre et 10 novembre. Le Blayais en Gironde le 13 octobre. Choux dans les Ardennes le 19 octobre. Gravelines dans le Nord le 19 octobre. Le site de Bugey dans l'Ain, il a été survolé 4 fois entre le 19 octobre et le 6 novembre. Flamanville dans la Manche le 31 octobre. Panly en Seine-Maritime les 31 octobre et 13 novembre.
Golfech dans le Tarn-et-Garonne les 31 octobre et 12 novembre, Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher le 31 octobre, Dampierre en Burly dans le Loiret le 31 octobre et 2 novembre, Fessenheim dans le Haut-Rhin, donc centrale aujourd'hui fermée, le 31 octobre, Saint-Alban dans l'Isère le 5 novembre, Marcoule dans le Gard les 6 et 18 novembre, et la centrale de Nogent-sur-Seine dans l'Aube a été survolée une première fois en 2015 par 2 drones, entre guillemets, et sachant que ce site avait déjà été survolé le 19 octobre 2014. Voilà. Alors, je vous ai mis une carte ici, donc des implantations de centrales nucléaires. Voilà, vous en voyez un petit peu partout, hein, effectivement. Donc dans toute la France, ou presque, parce que la Bretagne n'en a plus aujourd'hui. Hein. La centrale nucléaire donc de Brennilis n'existe plus, elle a été démantelée depuis. Voilà, et puis évidemment Fessenheim qui a aussi été démantelé. Voilà. Alors, le point culminant de la vague va se situer dans la semaine du 13 au 20 octobre 2014, avec des survols coordonnés, et j'insiste sur le mot coordonné, sur 6 sites à la fois. En fait, ce sont bien des ovnis qui ont été signalés, parce que ce sont des objets volants non identifiés, hein, étymologiquement. Non seulement les centrales nucléaires ont été survolées, mais aussi, chose moins connue, le siège du commissariat à l'énergie atomique, donc du CEA. Voilà, ainsi qu'aux énergies alternatives, qui est situé à Saclay dans l'Essonne, qui lui sera survolé en octobre 2014. Alors, ici, donc c'est le 19 octobre, et là, le 31 octobre, on a eu beaucoup de survols, donc des centrales, de façon coordonnée, hein, sur l'ensemble de la France. Donc forcément, ça implique qu'il y a derrière un contrôle, il y a une intelligence, ou alors il y a tout simplement un réseau de fraude, de petits malins qui s'amusaient à lancer des drones, sauf que les drones aujourd'hui, si on s'intéresse au sujet, on sait qu'à l'époque, déjà, ils n'auraient pas pu faire 5 km en toute autonomie, parce que, rappelez-vous, peut-être le savez-vous pas, le survol d'une centrale nucléaire est interdit au-dessus de 1000 mètres, et il est interdit sur un périmètre de 5 km autour de la centrale. Donc en fait, on ne peut pas y accéder pour y lancer des drones ou quoi que ce soit. Alors, ensuite, au Blayais, en janvier 2015, lors de la présentation des résultats 2014, en réponse à la question d'un élu sur l'affaire des drones, le directeur de la centrale nucléaire du Blayais, qui s'appelait Pascal Pezzani à l'époque, a affirmé, selon ce que nous dit Sud-Ouest, du 21 janvier 2015, ici on n'a pas vu de drone, on a vu un ovni, et il n'y a eu aucun impact sur la sûreté de nos sites. Notre position est claire, lorsqu'il y a survol du site, nous portons plainte et on communique. Donc ça c'est intéressant parce que, déjà d'une part, Pascal Pezzani a affirmé qu'il s'agissait bien d'ovnis et non de drones. Il n'a pas été sanctionné pour avoir dit ça, parce qu'il est resté quelques années sur le site. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que quelque part c'est aussi un aveu implicite de la part d'EDF, donc qui exploite ces centrales. Notre émission sur la 4e rencontre ufologique de Montsoreau s'achève, mais les discussions, elles, continueront encore longtemps. Durant ces 2 jours, journalistes, témoins, chercheurs ont rassemblé, partagé leurs expériences, confronté leurs points de vue et surtout leur envie de continuer à chercher ensemble la clé de l'inexpliqué. Donc que ce soit la vague du 5 novembre, qui garde toujours son mystère, ou que ce soit le dossier OVNI nucléaire qui reste l'un des plus sensibles, dans les allées de ce foyer socioculturel, entre les stands, les conférences et les discussions de passionnés, on sentait en tout cas une énergie particulière, celle d'hommes et de femmes qui, chacun à leur manière, tentent de relier les points, de comprendre ce qui dépasse la logique. Et c'est peut-être ça, finalement, la vraie richesse de cette rencontre, le dialogue entre science et spiritualité, entre observation et intuition, entre ce que l'on croit savoir et ce qu'il reste encore à découvrir. Donc merci encore à Frédéric Brochard et l'équipe d'OVNI Anjou, aux conférenciers Rémi Borne de Touraine Ufologie, aux intervenants Stéphane Royer, Didier Gomez et Charles-Maxence Laillet, au public curieux, bienveillant et passionné. Alors n'oubliez pas, si vous avez été témoin de phénomènes étranges ou si vous souhaitez simplement partager votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter à l'émission Un autre regard, car vos témoignages nourrissent cette quête collective à la frontière du visible et de l'invisible. Et puis, comme le mystère ne s'arrête jamais, Un autre regard vous donne rendez-vous le mardi 2 décembre à 21h pour une émission placée sous le signe du sacré et de l'étrange. Nous explorerons 3 phénomènes fascinants, les statues qui pleurent, entre science, foi et mystère, les voix de la Terre, comme le son de Taos, les sifflements cosmiques inexpliqués, et autres sons venus des profondeurs que certains disent habiter.
Et enfin, les maisons qui refusent d'être abritées, ces lieux hostiles qui semblent rejeter quiconque tente d'y vivre. Là où les frontières de la raison se brouillent un instant. En attendant, gardez l'esprit ouvert et les regards tournés vers les étoiles. Et prenez soin de vous.